savez que je m'intéresse aux faux documents d'identité, faux permis de conduire, faux passeport, carte d'identité contrefaite, etc., etc. Et avec cette idée assez forte de profilage forensique, c'est-à-dire qu'on va examiner comment le document a été fabriqué, comment le faussaire a travaillé, quelles sont les erreurs, les particularités, les choix qu'il a fait dans la confection du document pour en extraire une sorte de profil, comme vous le voyez en principe devant vous, et on va ensuite comparer très systématiquement ces profils pour détecter des similarités entre profils, soit des similarités complètes, soit des similarités partielles, pour pouvoir dire que le faux document A qui est en haut a été fabriqué très certainement par une source similaire, commune, par rapport au document B. Donc on peut lier ainsi dans une même série des documents qui présentent des caractéristiques similaires, et on va pouvoir faire l'hypothèse qu'ils ont été produits par le même mode opératoire, donc c'est-à-dire à un premier niveau que le même matériel, le même type d'équipement, par exemple le même type d'imprimante, de papier, ont été utilisés pour fabriquer ces faux passeports ou ces faux permis de conduire, et que la méthode, d'autre part, est la même, c'est-à-dire la même façon de changer une photographie ou d'imiter une sécurité ultraviolette ou une sécurité visuelle quelconque. Et puis d'autre part, de façon un petit peu plus incertaine, on va aussi pouvoir poser l'hypothèse que ces 2 documents, ces 10 documents, ces 100 documents jugés similaires proviennent d'une même source, que ce soit un même faussaire, que ce soit une même organisation criminelle, que ce soit un même atelier de fabrication. Et par rapport à cette démarche de profilage, avec certains collègues de Lausanne, dont Céline Weyermann, que vous connaissez certainement presque tous, et Solène Lugo-Moulin, qui est une doctorante qui travaille précisément sur ce profilage des faux papiers d'identité. On a eu la chance de pouvoir publier dernièrement dans Science and Justice un article qui traite de la méthode de profilage, parce que je vous exposais ici le principe, et se pose la question concrètement, comment faire pour détecter efficacement des similitudes entre faux documents d'identité. Donc on a mis sur pied une méthode qui va emprunter à des choses que vous connaissez dans d'autres domaines de la science forensique, qui sont le processus ACEV, donc analyse, comparaison, évaluation, qui sont aussi en matière de comparaison de traces papières, d'aller chercher des points d'ancrage, et on va reprendre ces principes et on les a appliqués à la comparaison de documents frauduleux, que ce soit encore une fois des faux passeports, des faux permis de conduire ou quoi que ce soit d'autre. Et vous avez donc cette démarche qu'on a posée en plusieurs étapes qui se veut aussi simple qu'efficace pour détecter des similitudes, détecter des séries. Alors, quelles sont les caractéristiques qu'on va observer? C'est les erreurs que va laisser le faussaire, des erreurs d'impression qu'on illustre au fur et à mesure de l'article, des erreurs de décalage, des erreurs de graphie, des erreurs d'orthographe, tout simplement, comme vous voyez ici, le small cars, which, avec ce dédoublement, ou les étoiles de ce drapeau européen qui sont passablement incomplètes. Voilà quelques exemples d'erreurs, de points d'intérêt, de caractéristiques d'observation qu'on met en évidence. Et on va proposer dans notre méthode d'aller en rechercher 3, qui sont ces 3 points d'accroche, un peu comme on le fait en comparaison papillaire, je le disais, pour détecter des similitudes au travers d'une banque de données dans laquelle on va recenser des centaines, voire des milliers d'images de faux documents d'identité. Et ça marche très bien. On a fait le test en menant une étude sur des professionnels d'une part et sur des étudiants d'autre part, et on s'aperçoit avant et après leur avoir enseigné la méthode, une fois qu'ils connaissent la méthode, ils commettent moins d'erreurs, moins de faux positifs, moins de faux négatifs, mais ils sont aussi plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils détectent les liens plus rapidement que ce n'était le cas avant. Alors voilà ce papier que je pourrais transmettre à ceux que ça intéresse. Et puis d'autre part, je voulais vous évoquer dans le prolongement ces travaux qu'on mène au niveau européen maintenant, avec un financement de la Commission européenne sur l'implantation du profilage forensique des documents d'identité, selon la méthode que vous venez de voir, mais selon d'autres méthodes aussi, pour la mettre à disposition des services de police à travers toute l'Europe. Et les questions de recherche qui se posent dans ce cadre-là, elles sont pour partie forensiques, mais pour partie aussi d'exploitation du renseignement criminalistique qu'on va pouvoir tirer. Comment est-ce qu'on détecte les séries? Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'on a détecté une série, comment est-ce qu'on l'exploite
à l'international, qui joue quel rôle, où commence le rôle du forensicien, où est-ce qu'il s'arrête, qui sont les autres acteurs, comment est-ce qu'on interagit avec des organismes internationaux comme Europol, l'Agence européenne de police, ou Frontex, l'Agence européenne de sécurité des frontières, et comment est-ce qu'on exploite à des fins d'analyse criminelle, à des fins d'enquête, les liens qui ont été détectés. Alors, dans le cadre du projet pour lequel on a obtenu, je le disais, un financement de la Commission européenne à hauteur d'1,5 million d'euros à peu près, on a plusieurs objectifs de recherche, de développement qui sont représentés ici. Donc, je vous évoquais de mettre en place des guidelines, des bonnes pratiques en matière d'exploitation du renseignement criminalistique, mais c'est aussi de voir comment déployer un système de renseignement forensique à l'échelon européen, à l'échelon international, comment ça doit fonctionner, comment est-ce qu'il faut centraliser, décentraliser certaines fonctions, certaines possibilités, certaines détections. On veut aussi travailler de plus en plus avec les capacités d'exploitation automatique d'images. On le fait déjà, mais on veut pousser la chose un peu plus loin en recourant à des méthodes d'intelligence artificielle. On veut aussi pouvoir travailler avec des images moins standardisées que ce n'est le cas maintenant, puisque là, on demande de scanner dans certaines conditions bien particulières, que je ne détaille pas ici. Et on veut pouvoir créer des interfaces avec d'autres systèmes d'information au niveau européen et exploiter également la reconnaissance faciale. Donc, voilà quelques pistes de développement, pistes de recherche, travaux sur lesquels on est en ce moment. Et avec ça, j'espère vous avoir fait un portrait à la fois bref et relativement complet de ce qui m'anime en ce moment.